sur le papier, les choses en sont plutôt simples. Le gouvernement peut imposer le pass sanitaire jusqu'au 15 novembre. Le 15 novembre, c'est pas tout de suite, mais c'est demain. En cas de nouvelle vague, en cas de 5e vague, à l'automne ou à l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le pass sanitaire est un outil indispensable pour freiner l'épidémie? C'est la question que je vais vous poser à tous les deux, messieurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie, membre de la commission des lois. Bonjour à vous, Bonjour. Merci d'être là. Martin Lévrier, sénateur marcheur des Yvelines et vice-président de la commission des affaires sociales. Bonjour, merci d'être là. Avant de vous entendre tous les deux, on fait le point sur le dossier sanitaire. Un conseil de défense était organisé ce matin sur la question. Prudence, prudence, nous dit Gabriel Attal en sortie du Conseil des ministres, mais des allègements ont été annoncés. Regardez ce sujet, il est signé Jérémy Heinzmann. Alors que la situation épidémique s'améliore en France, le gouvernement commence à desserrer l'étau. À l'issue du Conseil de défense sanitaire ce mercredi, l'exécutif a décidé de lever certaines restrictions dans les territoires où le virus circule moins vite. À partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire passera en niveau 1, ce qui signifie essentiellement que l'obligation du port du masque à l'école primaire y sera levée. Deuxième mesure, les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements. Des assouplissements qui concernent pour l'instant 41 départements passés sous le seuil d'alerte. Mais le gouvernement se montre aussi prudent face à une éventuelle reprise épidémique, redoutée dès cet automne par certains membres du Conseil scientifique. L'exécutif refuse pour le moment une adaptation locale du pass sanitaire et veut d'ailleurs le prolonger au-delà du 15 novembre, date actuelle de fin du dispositif. Une position qui divise les parlementaires. Je ne suis pas favorable à cet outil qui est un outil qui est grave au regard de la liberté de circulation. Donc évidemment, je n'étais pas pour sa mise en place, je ne suis pas pour sa prolongation. Je suis favorable à une condition, c'est que cette prolongation ne se fasse pas jusqu'après l'élection présidentielle. Mais qu'il faut aussi qu'on ait des clauses de rendez-vous au Parlement. Le Parlement siège jusqu'au mois de février et je pense qu'une prolongation jusqu'au mois de février serait la bienvenue. Le projet de loi prorogeant le pass sanitaire sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres. On va parler bien évidemment du pass sanitaire, mais juste avant ça, j'aimerais vous entendre, messieurs, sur ces annonces du gouvernement tout à l'heure. Loïc Hervé, la levée de l'obligation du port du masque à l'école primaire à partir du 4 octobre dans certains départements où le taux d'incidence est très faible, c'est une bonne mesure, c'est une mesure nécessaire selon vous ? Absolument. J'enlève ma casquette de sénateur et je prends celle de père de famille. Et je vous dis que dans les écoles, il est indispensable que dès qu'on le peut, on retire cette obligation du port du masque qui pose tout un tas de difficultés en termes d'apprentissage. L'école est un lieu de socialisation, c'est un lieu où on va apprendre à lire, à écrire, à parler, à communiquer. Et quand la bouche de l'enseignant et la bouche des enfants est couverte d'un masque, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne passent plus. Et dans ces échanges d'apprentissage, maître-élève, qui sont essentiels. Et je vous le dis encore une fois, en tant que père de famille, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et je me réjouis que le gouvernement ait annoncé ça. Alors par contre, aucune levée du pass sanitaire pour le moment, même dans les départements où le taux d'incidence est faible. Vous le comprenez, ça ? Alors première chose, je rejoins totalement ce que dit mon collègue sur le fait qu'on... Et surtout, j'ajoute un point que vous n'avez pas cité, c'est que c'est territorialisé. Et je trouve que cette démarche est très intéressante et très intelligente à partir du moment où elle est faite de façon commune, intéressante avec les territoires et avec des critères précis. 50 pour 100 000, voilà, on connaît la règle du jeu, on la comprend, elle est claire, elle est progressive, elle est intelligente, donc tout va bien et elle protège en termes sanitaires. Concernant le pass sanitaire en tant que tel, là nous serons probablement en désaccord. Moi je considère que c'est un excellent outil. C'est un outil qui a fait ses preuves, on l'a vu cet été, on a pu le comparer avec ce qui se passait dans d'autres territoires qui l'ont moins bien appliqué ou qui n'ont pas vacciné, qui n'ont pas suivi le mouvement de vaccination comme l'a fait la métropole, je pense aux Outre-mer. Donc on a très bien vu l'impact de ce pass sanitaire. On voit très bien qu'il est particulièrement apprécié par la plupart des Français. Il suffit d'aller se promener, d'aller dans des bars, d'aller dans des restaurants, d'aller apprécier, je ne sais pas si oui, c'est le mot apprécier. C'est très étonnant. Et ben oui, moi, la plupart des gens, alors j'ai eu quelques réfractaires avec qui j'ai discuté d'ailleurs longuement, mais la plupart des gens me disent ça a un côté rassurant, ça prend 3 secondes et finalement c'est pas désagréable du tout. Donc moi je suis très content de cette appropriation. Ce que vous dites c'est qu'il faut le prolonger. Pour vous il n'y a pas d'inconvénient à prolonger ce pass sanitaire. Ça va être la question. Alors il y a un tant texte qu'on n'est qui pas va sorti de la pandémie.
Tant C'est qu'on est nécessaire. c'est nécessaire. Tout ce qui est utile à combattre la pandémie. La fin de la pandémie, c'est pas pour tout de suite, hein, apparemment, visiblement. Écoutez, en France, on a quand même, et dans certains pays européens et d'autres, je pense à Israël, on a quand même considérablement avancé de ce côté-là. Le vaccin est un outil extraordinaire qui ne soigne pas, ne l'oublions pas, qui protège. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, ce matin dans le Parisien, il met en garde, l'épidémie pourrait repartir à l'automne. C'est pas terminé. Et d'où l'intérêt du pass. Le pass sanitaire, le EKV, ça y est, on est dans l'accoutumance, c'est-à-dire que ce risque d'aller comme dans un escalier, marche après marche, vers quelque chose qui s'installe, ce que nous avions annoncé, nous avions prévenu qu'on irait vers cela. Alors la main sur le cœur, au mois d'avril, nous avions dit non, pas de généralisation. Au mois de juillet, ce sera temporaire. Et bien maintenant, on est dans quelque chose de durable. Le pass sanitaire n'a aucun intérêt sur un plan sanitaire. Il a un intérêt que je reconnais, qui est le fait d'avoir convaincu à la vaccination un certain nombre de nos compatriotes qui se sont vaccinés, essentiellement pour partir en vacances, sans avoir été profondément convaincus de la dimension de la vaccination. Donc vous saluez, je suis vacciné, j'étais vacciné avant le 12 juillet, et donc j'ai pas de problème avec la vaccination. Donc il y a un effet qui est positif. C'est un bon point pour le gouvernement. Il y a un effet. 50 millions de Français vaccinés. On est à 50 millions. On est à 50 millions la semaine dernière. Donc si l'objectif était d'atteindre 85% des vaccinés parmi les vaccinables, on y est. Donc le pass a fait cet effet. Il a eu un autre effet dont personne ne parle, c'est qu'il a radicalisé les Antilles. Et à la différence de l'Espagne ou de l'Angleterre où le pass est resté quelques semaines, eh bien on n'a pas une approche de santé publique ou une approche de confiance et de conviction, mais une approche de coercition. Donc maintenant, il faut qu'on explique quel est l'intérêt du pass. Quand on sait aujourd'hui que la science nous a démontré que le virus circule entre vaccinés, l'idée de dire moins. Attention, non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Le degré est différent. Que par ailleurs, le lieu de contamination principale, notamment entre non-vaccinés, c'est le domicile, c'est la sphère privée. Et Dieu soit loué, j'espère qu'on n'ira pas réglementer la vie des Français chez eux. À ce moment-là, le pass, il perd une grande partie de son intérêt. Moi, je crains, mais c'est normal, j'ai un parcours à la CNIL, un parcours à la Commission des lois qui fait que ces questions de liberté publique voilà, j'ai une forme de préoccupation. Et je me dis, mais quelle est l'étape d'après, quoi ? Je veux dire, est-ce que ce pass sanitaire va devenir un pass vaccinal ? Est-ce que demain, on va, comme les collègues socialistes le proposent, vers une vaccination obligatoire et un pass sanitaire devenu pass vaccinal ? Dans l'escalier, on peut aller encore très loin. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on arrête le pass sanitaire le plus vite possible. Je viens d'atterrir. Martin Lévrier, j'aimerais entendre Martin Lévrier sur cette question. Regard totalement différent. D'abord, le pass sanitaire a été voté. C'est une loi. Donc dire que c'est une suppression de liberté n'est pas logique. Toute loi, ou 99% des lois, peuvent être une contrainte de liberté et sont en général des contraintes de liberté pour certains par rapport à d'autres. Donc si le législateur prend des décisions, il est bien normal qu'elle soit appliquée. C'est une loi qui a été votée par les deux parlements, par les deux chambres, proposée par le gouvernement et qui a été votée. Donc elle est une loi et donc elle rentre dans notre principe de démocratie et dans ce qui fait nation. Dire que c'est liberticide, dire que non, nous l'avons voté. Alors que vous soyez dans la minorité, c'est votre droit, et que vous ayez envie de défendre ça, oui, mais dire que c'est liberticide, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est la démocratie qui l'a emporté, c'est essentiel. Et en plus, c'est très pédagogique. On l'a bien vu, ça vous l'avez dit, on l'a très bien vu, ça a été très efficace pour que les gens aient envie de se vacciner, et ça n'était pas une obligation vaccinale, c'était tout l'intérêt du jeu, c'était de dire, écoutez, on crée un certain nombre de contraintes pour vous inciter à vous vacciner, mais si vous ne le voulez pas, vous pouvez continuer gratuitement. Un ministre a même dit, il faut pourrir la vie des non-vaccinés. Cher ami, je finis. Donc, on peut ne pas être vacciné et profiter du pass sanitaire, ce qui est essentiel. Donc, il y a toujours cet espace, entre guillemets, d'une forme de liberté. Mais je ne sais pas où se situe la liberté par rapport à tout ça. Moi, je ne la situe pas comme ça. Pour moi, la liberté, c'est le vivre ensemble. Donc, c'est faire nation. Et faire nation, c'est à travers les lois que nous faisons. Donc, je n'ai pas de problème avec le pass sanitaire de ce côté-là. Mais comme vous, j'espère qu'il va disparaître vite. Parce que s'il disparaît vite, ça veut dire que la pandémie est derrière nous. Alors, on a une date, déjà. On a une date, c'est le 15 novembre. Le 15 novembre, eh bien, le gouvernement ne peut plus imposer ce pass sanitaire. Oui. Le texte de loi ne le permet pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il va falloir prolonger ? Un texte de loi va être présenté en Conseil des ministres début octobre. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce texte, Loïc Hervé ? C'est une vraie question de principe. Parce que Martin Lévrier vient de dire que la loi a été votée. Il y a le principe et le calendrier. La loi a été votée jusqu'au 15 novembre. Oui. Voilà, 15 novembre. Pas de problème. Que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, et nous au Parlement,
avons considéré, majoritairement, pas moi, mais majoritairement, que les circonstances exceptionnelles, je précise, du variant Delta au moment de la 4e vague, au début de l'été, justifiait la mise en place, ou du moins l'extension de ce pass sanitaire. Pour vous, ce n'est pas prolonger le pass sanitaire après le 15 novembre n'est aujourd'hui pas justifié. À partir du moment où vous êtes à 85% des vaccinables qui sont vaccinés, à partir du moment où on n'est plus dans une nouvelle vague de l'épidémie, il faut se débarrasser du pass sanitaire. Encore une fois, c'est pas parce que la loi a créé cette atteinte à la liberté d'aller et de venir, atteinte à la liberté d'accès à des ERP, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui, qu'elle doit être pérenne. Ce virus, il a eu comme conséquence de faire qu'un certain nombre de nos grandes libertés ont été mises entre parenthèses pendant un certain nombre de mois, avec le confinement, avec le couvre-feu et avec le pass. C'est au même titre que vous me diriez qu'un sens interdit est une contrainte de liberté. Certes, pour celui qui veut aller chez lui et qui doit faire un grand tour, c'est une contrainte. Mais c'est une liberté aussi. Donc vous ne pouvez pas dire ça, parce que ça a été voté, je le redis. Et moi, je suis très content qu'on remette à l'ouvrage cette loi le 15 novembre, bien évidemment. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est le calendrier. C'est pas que le calendrier, c'est le virus. Vous savez, le problème c'est l'humilité qu'on doit avoir par rapport à cette cochonnerie, j'ai pas d'autre mot, c'est il est très retors, il est très malin, il nous surprend à chaque fois. Souvenez-vous, il y a un an, à la même époque, il y avait à peu près qu'une personne qui alertait en disant « Attention, ça repart, ça va mal ». C'était le ministre de la Santé. Personne n'a voulu l'écouter. D'ailleurs, à l'époque, on voulait territorialiser, on n'arrêtait pas de dire « C'est les territoires qui doivent tout prendre ». Et on a vu ce qui s'est passé à Marseille, où Marseille a refusé ce que proposait Paris. Paris l'a imposé. Et bien heureusement, puisque ça s'envolait complètement à Marseille. Donc je dis, attention, ayons beaucoup d'humilité. Le 15 novembre, je veux dire que moi, je ne sais pas, au 15 novembre, ce qui sera de la pandémie. Donc, principe de précaution, on ne sait pas, on prolonge le pass sanitaire. Non, le 15 novembre, si le 15 novembre, tout va vraiment bien, parce qu'effectivement, la vaccination continue à être efficace, parce que s'il y a un nouveau variant, ce que je ne souhaite pas, mais ce qui n'est pas impossible, que ce nouveau variant est maîtrisé par la vaccination, tout va bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de calendrier quand même, parce qu'il y a deux hypothèses qui sont actuellement sur la table. Vous allez devoir vous prononcer là-dessus, messieurs les sénateurs. Si on prolonge jusqu'à quand? Du 15 novembre jusqu'à la fin mars ou du 15 novembre jusqu'à la fin juillet? Si je vous pose la question, c'est que c'est important. Oui. Il y a des élections présidentielles, il y a des élections législatives. Est-ce qu'il faut enjamber ces élections, oui ou non, selon vous? Je suis incapable de vous répondre parce que j'étais déjà plutôt humble, mais j'ai considéré que l'humilité était essentielle par rapport à ça. Et en fonction de nouveaux virus, d'une évolution du virus, soyons prudents. Ce que vérité d'aujourd'hui ne sera malheureusement pas vérité de demain. Donc soyons très bons. Mon rêve, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'il n'y ait plus besoin du pass sanitaire au 15 novembre. Je ne tiens pas, je n'ai aucun amour pour ce pass sanitaire. C'est un outil qui a prouvé son efficacité pendant cette pandémie. Ne jetons pas tous les outils qui ont été efficaces et utiles avant d'être relativement sereins. Loïc Hervé, sur le calendrier? Non, moi je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de ce pass sanitaire le plus vite possible. Se débarrasser du virus. Parce que nous avons atteint un niveau de vaccination qui est désormais élevé et qui normalement devrait nous permettre d'avoir normalement une capacité, d'avoir une limitation du nombre de personnes admises en service de réanimation. On en parle, ça a été l'élément déterminant tout le temps pour la gestion de crise. Il y a des personnes qui tombent malades, il y a des personnes qui sont asymptomatiques, il y a des personnes qui développent des formes bénignes et il y a des personnes qui développent des formes très graves. Et donc nous, on a mis le pays sous cloche à plusieurs reprises parce que notre système hospitalier était en incapacité ou risquait d'être en incapacité d'admettre les patients les plus graves en service de réanimation et de soins intensifs. Donc la question, c'est que si on remonte à rebours, est-ce que ce risque existe toujours? Encore, oui. Avec 85% de vaccinés parmi les vaccinables. Vous avez un exemple simple. Aujourd'hui, très vite, 500 000 personnes de plus de 75 ans ne sont pas vaccinées. Et ce sont ces personnes qui sont les plus à risque. Que fait-on dans le aller vers, dans la conviction, dans la médecine générale, la médecine de ville, etc. J'ai un message que vous allez partager avec moi et je fais appel aux médecins généralistes qui maintenant ont accès, et depuis longtemps, depuis 3 mois, mais qui ont du mal à l'utiliser. Je fais un appel
le plus fort possible à tous les médecins généralistes qu'ils appellent leurs patients qui ne sont pas vaccinés. Ils ont la capacité de le faire aujourd'hui. Ils ne le font pas assez. Et là, il y a une urgence absolue. Oui, mais là, c'est une demande qu'on fait. Je ne vais pas ordonner, je ne vais pas faire une loi pour ordonner au médecin de téléphoner. La loi a permis que les médecins traitants puissent demander à la caisse primaire d'assurance maladie la liste de leurs non-vaccinés. C'est ça. Patients non vaccinés. C'est la fin de ce duel sur ce sujet. Merci à tous les deux, mais vous restez avec nous parce que je vais vous faire réagir aux autres thèmes de l'actualité. On va tout de suite retrouver Jean Massier. Jean, 15 minutes des questions d'actualité maintenant. Vous allez les suivre, ces questions d'actualité pour nous, avec votre communauté sur Twitch. Et oui, absolument, Steve. Il y a 2 sujets qui intéressent particulièrement les internautes aujourd'hui pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. D'abord, c'est ce qu'on appelle maintenant la crise des sous-marins. Est-ce un véritable camouflet pour la diplomatie française, pour son influence, pour sa crédibilité? Est-ce que c'est un camouflet personnel pour Jean-Yves Le Drian ou pour Emmanuel Macron? C'est des questions qu'on se pose et sur lesquelles on voudrait avoir des réponses. Et puis sur la suite du programme, qu'est-ce qui va se passer? On sait que un appel téléphonique est prévu entre le chef de l'État français et son homologue américain, Joe Biden, pour voilà, peut-être régler des comptes. Et puis, est-ce que ça remet en cause la place de la France dans l'Alliance transatlantique? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose et sur lesquelles on espère que cet après-midi au Sénat, le gouvernement pourra s'exprimer. Un autre sujet qui intéresse les internautes, c'est la fin du pass sanitaire dans certains départements. C'est envisagé après le Conseil de défense sanitaire de ce matin. La situation s'améliore. Est-ce qu'on va pouvoir abandonner le pass sanitaire dans certains départements? Si oui, lesquels? À quelles conditions? On aimerait bien entendre cet après-midi Olivier Véran devant les sénateurs pour s'exprimer sur ce sujet. Et puis la mise en œuvre de l'obligation vaccinale auprès des soignants, comment ça se passe? On a entendu de la tension dans certains territoires, je pense notamment à Mulhouse ou dans le sud. Donc, voilà, il y a des tensions, semble-t-il. Est-ce que le gouvernement pourrait nous faire un point? Voilà un petit peu les sujets qu'attendent les internautes. Sujet chaud, programme chargé. Merci beaucoup Jean, on se retrouve tout à l'heure. J'aimerais vous faire réagir à cette crise des sous-marins dont il sera évidemment question lors de ces questions d'actualité au gouvernement. On a appris qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête à l'Assemblée nationale là-dessus. Richard Ferrand a dit niet, il n'y aura pas de commission. Ici, je m'adresse à vous, Loïc Hervé, commission des lois. Il y aura une commission, on évoque une commission d'enquête sur cette affaire des sous-marins. Est-ce que vous nous le confirmez déjà ? J'ai rien à confirmer, je suis pas... Ça a été acté en conférence des présidents hier. Alors, je suis pas membre de la conférence des présidents, je crois pas que ça a été acté, ça a été évoqué. Je crois que ce qui a été évoqué et envisagé, mais à confirmer, c'est que la commission des affaires étrangères se dote des pouvoirs d'une commission d'enquête. C'est très intéressant de procéder ainsi. En tant que membre de la commission des lois, nous avons fait la même chose pour la commission d'enquête dite Benalla. Ça permet d'auditionner un certain nombre de personnes sous serment. Alors, par exemple, auditionner un ministre comme Jean-Yves Le Drian, ça pose aucune difficulté parce qu'il est coutumier du fait et qu'il vient souvent ici. Par contre, il y a des personnes qui ne sont jamais venues devant le Parlement. Et le fait de prêter serment, ça permet aussi de rappeler solennellement que la représentation nationale, en particulier le Sénat, peut poser des questions et qu'un faux témoignage engagerait à des poursuites pénales. Donc moi, je trouve que c'est important. Ce que je veux dire sur le fond de cette affaire, c'est 2 choses. D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit absolument solidaire de l'action menée par le gouvernement parce que ce qui est mené en ce moment et par le président de la République vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Australie, il faut éviter les polémiques inutiles en interne parce qu'elles ne règlent rien. Et il faut laisser faire notre diplomatie, notre président de la République et le gouvernement agir. Et il y a un autre sujet, qui est le sujet de la réaction européenne. Moi, je suis un Européen convaincu. Je suis absolument scandalisé que l'Europe ait mis 5 jours à réagir. C'est un enjeu stratégique, non pas seulement pour l'industrie navale française. C'est un enjeu stratégique pour la place de l'Europe dans le monde. Et au sein de l'Europe, de la France. Et ça, que Mme von der Leyen et M. Michel aient attendu 5 jours pour dire que l'un des États membres de l'Union ait été à ce point méprisé, ça m'a profondément choqué. Martin Lévrier, on retient donc cette commission d'enquête n'est pas encore actée. Est-ce que vous appartenez à la majorité présidentielle, est-ce que vous redoutez une éventuelle commission d'enquête sur cette affaire des sous-marins? Mais absolument pas. J'ai toujours été partisan des commissions d'enquête. J'ai même été vice-président de la commission d'enquête sur la pandémie. Donc pour moi, ça n'est pas un sujet. Simplement, j'ai toujours dit, et je le redis encore, qu'une bonne commission d'enquête, selon moi, se fait non pas comme l'histoire, mais un peu à froid. Et la faire immédiatement à chaud. Alors qu'à l'heure qu'il est, on n'a que des informations parcellaires qui viennent de tous les côtés. Je demanderais... On a de plus en plus d'informations. Oui, non, mais chaque jour, avec des désinformations, avec tout ce que vous voulez. Moi, je pense que le rôle du Sénat et de l'Assemblée nationale, si elle le veut, c'est aussi de prendre de la hauteur, du recul et d'écouter à froid et pas à chaud. Voulez-vous entendre? Alors attendez, avant d'entendre, je ne suis pas à la commission des lois, mais je voudrais juste donner un petit clin d'œil puisqu'on parlait des questions au gouvernement. Et la première question sera posée par Richard Young, mon collègue, dont ce sera la dernière question puisqu'il ne se représente pas, donc il ne sera plus sénateur à la fin du mois. Et concernant
aura justement cette question-là. Donc c'est un petit clin d'œil, je tiens à lui passer et à dire à tous les Français, écoutez les questions au gouvernement aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est abordé en premier. Alors, les questions d'actualité vont commencer maintenant dans 11 minutes. On voit les ministres arriver progressivement dans l'hémicycle. On va tout de suite retrouver Quentin Calmet, qui est pas très loin de cet hémicycle. Quentin, vous êtes avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Tout à fait, Steve. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Bienvenue au micro de Public Sénat. Un mot sur cette affaire, cette crise des sous-marins. On a compris que les socialistes étaient en demande d'une commission d'enquête. Est-ce que vous avez eu gain de cause sur cette demande? J'ai de bons espoirs en la matière puisque nous avons abordé ce sujet à la conférence des présidents. Dans notre jargon, c'était hier. Le président Larcher a confirmé qu'il faudrait d'abord auditionner de manière très libre le ministre Jean-Yves Le Drian et d'autres par ailleurs. Mais le principe de cette commission d'enquête n'a pas été écarté, loin de là. Donc j'ai de bons espoirs que la commission des affaires étrangères et de la défense se transforme en commission d'enquête le moment venu. Les opposants à cette commission disent qu'elle n'aurait pas intérêt à aller en Australie ou aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Quel est l'apport réel d'une commission d'enquête sur un tel sujet? Déjà, c'est de remarquer que l'Assemblée nationale n'a pas donné son accord pour composer une commission d'enquête à la demande du groupe LR. C'est curieux, quand on n'a rien à se reprocher. Soyons transparents. Et manifestement, dans cette affaire, il y a peut-être un flou. Et vous connaissez la suite. Oui, très bien. Un mot sur la situation sanitaire. On a vu ces annonces de Gabriel Attal dans les départements où le taux d'incidence pourrait être inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Il y aurait la levée de l'obligation du port du masque dans les écoles, également de nouvelles jauges dans les établissements qui reçoivent du public. C'est une bonne chose, cette levée de certaines mesures par département? Moi, je suis pour la territorialisation quand ça permet d'assouplir finalement les contraintes qui pèsent sur les uns et sur les autres. Là où je suis plus inquiet, c'est que chacun sait qu'aujourd'hui, la population qui n'est pas vaccinée, c'est les moins de 12 ans, qu'on va leur permettre de ne plus porter le masque, et ça, je peux comprendre l'intérêt pour les enseignants, pour les parents, naturellement, mais que tant qu'il n'y a pas de vaccin, c'est une population à risque par rapport aux variants multiples et variés, qui peut donc le transmettre à d'autres adultes. Donc, soyons prudents. D'ailleurs, M. Attal a été très humble en la matière, mais pour moi, le pass sanitaire reste un pis-aller. Il faudra modifier cela. Tous les indicateurs sont à la baisse et repassent au vert, a également dit Gabriel Attal. Est-ce que ça signifie qu'une obligation vaccinale telle que celle que vous proposez dans un texte qui doit venir bientôt en séance, c'est toujours d'actualité? Totalement. Je dirais même plus que jamais, parce que on arrive sur le noyau dur de celles et ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Je vous rappelle les chiffres. 9 millions de Français qui aujourd'hui devraient être vaccinés qui ne le sont pas. Je pense que ce sera peut-être les populations les plus réfractaires à ce principe vaccinal. Et notre proposition est claire et simple, applicable. Et donc moi, je souhaite vraiment que le pass sanitaire ne soit pas reporté de manière indéfinie dans le temps. Il faut la vaccination obligatoire et universelle. Merci beaucoup Patrick Kanner, président du groupe socialiste ici au Sénat, d'avoir répondu à nos questions en direct. Merci beaucoup Quentin. Les questions d'actualité, c'est dans 8 minutes. À présent, vous avez entendu le président Kanner sur la vaccination obligatoire. Le texte, il arrive mi-octobre. Faisable, pas faisable, souhaitable, pas souhaitable, Loïc Hervé? Non, moi je crois à la liberté, à la responsabilité individuelle. Donc je pense que c'est une mauvaise mesure qui est illusoire parce qu'elle pose des difficultés de mise en œuvre. Vous savez, ça me fait penser au film L'aile ou la cuisse où on jouerait aux fléchettes avec des seringues pour vacciner. Quelqu'un qui est récalcitrant, vous le vaccinez de force? Deuxièmement, est-ce que vous allez Il y a faire déjà des contrôles 11 vaccins obligatoires oui, en mais France. est-ce que, je vous pose la question, est-ce que dans votre vie quotidienne, mis à part la question de la vaccination des enfants et de leur inscription à l'école, est-ce que dans votre vie quotidienne, on vous a déjà demandé de présenter votre carnet de vaccination? Moi, ça m'est arrivé. La seule fois où on me l'a demandé, c'est qu'en étant officier de réserve, on a nécessité tous les 2 ans, au moment d'une visite médicale qu'on appelle d'aptitude à la mer, puisque je suis un marin, eh bien, on faisait un contrôle de l'état de ma vaccination. Et quand j'étais pas vacciné ou que mon rappel n'était pas fait, eh ben le médecin militaire, il allait chercher le vaccin, il me le faisait. Mais dans la vie quotidienne des gens, l'obligation vaccinale, elle est théorique, mais elle ne donne lieu à aucune conversation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du pass sanitaire pour pouvoir devenir pass vaccinal, qui serait le corollaire et qui serait encore plus attentatoire aux libertés publiques que le pass lui-même. Très rapidement. 3 raisons. La première, pour répondre à votre première question, l'obligation des 11 vaccins se fait dès l'enfance. Donc c'est pas très compliqué. Vous avez un moyen coercitif très simple. Vous n'allez pas à l'école, c'est peut-être vacciner. Ça, on sait faire. Demander à des personnes de 85 ans, les 500 000 dont je parlais ou plus, d'être obligés de se vacciner, moi je souris. Déjà, on a du mal à les contacter pour leur donner l'envie de se vacciner. Là, on viendrait avec un pistolet, un peu comme les Loulacus. J'avoue que l'image est amusante et je la reprends bien volontiers. 3e point, qui me paraît le plus essentiel. Depuis le début de cette crise, quoi qu'on en dise, le gouvernement a voulu faire confiance aux Français.
Et sauf la première fois où on a fermé complètement la France, parce que là, mais tout le monde était perdu, on n'avait pas d'autre choix. À chaque fois après, ça a été une volonté pédagogique. Et le pass sanitaire fait partie de cette pédagogie. Ça a évité justement cette espèce d'obligation coercitive, en disant aux gens, vous avez la capacité, on vous laisse le temps de vous renseigner, on vous laisse le temps de la pédagogie, on vous laisse le temps de prendre conscience des fake news qu'on passe notre temps à contredire, et c'est essentiel. On a réussi, on est passé de mémoire en novembre l'année dernière à une envie de vaccination de l'ordre de 50-60% à aujourd'hui 80% de gens vaccinés. Ces gens-là, s'ils doivent se revacciner, ils le feront sans hésiter. Si on impose, ça sera tellement difficile qu'on aura encore plus de réfractaires et encore plus de difficultés à vacciner. Les questions d'actualité, c'est dans très précisément 5 minutes. À présent, on va